à toutes et à tous. Il va faire chaud ce soir, il va sûrement faire encore plus chaud avec l'ambiance. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'être venus aussi nombreuses pour donc ce meeting du nouveau Front populaire de la première circonscription de l'Aude. Donc comme vous pouvez le voir, on a de nombreux invités à la fois au niveau des collectifs de lutte que je présenterai en suivant, je vais y arriver, c'est un peu le speed, et des organisations politiques parties prenantes donc du nouveau Front populaire à la fois à l'échelle nationale mais également à l'échelle locale. Donc encore une fois merci, et quand même avant de débuter les prises de parole, on en est maintenant à un peu moins de 2 semaines de campagne, mais une campagne qui est d'un niveau de dynamisme, je pense, assez fou, parce que c'est chaque jour des dizaines de militants qui passent à la permanence du local du nouveau Front populaire pour prendre des tracts, pour prendre des affiches. Et je pense que vous toutes et vous tous, quand vous prenez votre voiture sur la route, vous voyez bien que on est présent et qu'on est présent partout. Et ça a été possible. Et c'est possible grâce à la mobilisation de tout le monde. Parce que, contrairement à ce qui peut être répandu dans certains médias nationaux, la campagne, on la mène tous, on la mène toutes. Nous, en ce qui nous concerne, on est très fiers d'être là. Et on est très fiers de militer à votre côté pour ce premier tour et également pour le second tour. Donc je vais commencer par donner la parole à Mohamed Didaoui, militant des quartiers populaires de Carcassonne, qui va vous faire une petite intervention sur la situation et la campagne dans les quartiers populaires. Merci Mohamed. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous vous remercions d'être tous ici là, présents, motivés par ce même espoir qui nous anime, l'espoir d'un jour meilleur, d'un matin meilleur, différent de celui du 10 juin au petit matin, triste matin, qui fait qu'il y a ce cauchemar qui nous hante, hideux comme un cortège de loups, cependant qu'après que notre cœur s'ensanglante. Je voulais vous dire que on n'en prend pas conscience, vraiment pas. En tout cas, les médias anesthésient l'opinion en laissant à croire que c'est rien, c'est dans l'ordre des choses, qu'on est dans la norme. Mais non, on n'est pas dans la norme. Ce matin, je lisais une citation d'un personnage que je ne nommerai pas, parce qu'il a salement marqué l'histoire, et qui disait « Le droit est bon pour le peuple allemand ». Quand j'entends oui, je les qualifie d'ennemis, parler ainsi, quand j'entends Bardella dire voilà, il y aura un droit pour les uns et un droit pour les autres, et le bon droit sera pour le peuple français, je me dis que là, il y a un gros danger. Ce qui nous unit tous ici, ce qui nous motive, n'est pas celle qu'elle a été durant les heures sombres, durant les années 39-45. Voilà. Je resterai là et je vous dis, voilà,
Merci. Pour répondre à Pauline, qui nous remercie, je voulais lui dire, comme au premier soir où on a eu notre première réunion, que c'est nous qui remercions Potou d'être là. Merci Mohamed, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Bon, on va pas passer la soirée à se remercier mutuellement, même si ça fait plaisir à tout le monde, mais surtout, la force de cette campagne, c'est vraiment qu'on l'amène tous et toutes ensemble, et que c'est ça qui fait notre force, et que ça se voit de loin, et ça en énerve beaucoup. Donc je vais maintenant passer la parole à Valérie pour le collectif Les Béton, qui va nous expliquer la lutte qui est menée actuellement. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je viens effectivement parler au nom de Les Béton Salvasa, mais en tant que Valérie, présidente de CCES, l'association CCES. Alors, CCES, ça veut dire quoi? Ça veut dire Carcassonne citoyenne, écologique et sociale. C'est un peu notre petit front populaire à Carcassonne, local. Donc, si vous voulez savoir si c'est facile de faire front populaire tous les jours, ben, en fait, non. Parfois, on s'en mêle dans des pelotes de fil rouge, de lignes rouges. Mais on y croit, à faire une politique autrement. On croit à nos valeurs et on les défend. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, CCES fait partie du collectif Les Béton. Alors, c'est pas tout à fait Les Béton, c'est Les Béton Salvasa. Donc, qui lutte contre un projet d'implantation d'entrepôt-logistique à Carcassonne, donc dans la zone qui s'appelle Salvasa. Donc, ce projet, on pourrait l'appeler le projet des 3 grands dénis, donc le déni démocratique, le déni écologique et le déni social. On est très nombreux, voilà, à militer contre ce projet. Donc, ce projet, c'est quoi exactement? C'est l'artificialisation de 18 hectares qui sont aujourd'hui cultivés en bio, voilà. Et donc, en plus de l'artificialisation des sols, c'est aussi une prévision de mouvement de poids lourds et de véhicules légers de plus de 2000 par jour. Donc, au-delà de l'artificialisation, bah, c'est aussi le CO2 rejeté dans l'atmosphère qui sera aussi néfaste pour les habitants de Carcassonne. Voilà. Alors après, j'ai un peu perdu le fil. Ah oui, donc ça c'est le projet tel qu'il est présenté. En fait, mais de quoi il s'agit exactement? En fait, depuis 2021, il y a une loi en France qui s'appelle la loi Climat et Résilience. Et oui, je chute un peu là. La loi Climat et Résilience, donc, qui prévoit le zéro artificialisation nette des terres, des sols à l'objectif de 2050 et jusqu'en 2031. Donc, c'est une réduction de 50% de tous les espaces agricoles, forestiers et naturels. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui se jettent un peu sur les terres, qui font de l'accaparement de terres et qui en profitent pour prendre tout ce qui est prenable avant que ce soit plus possible. Donc, plus qu'un projet d'entrepôt logistique, c'est surtout en fait un projet financier avec ce qu'on appelle les projets en gris, donc avec même pas une entreprise cliente finale. En fait, on ne la connaît pas. C'est juste donc Axtom pour Carcassonne qui va implanter ce projet et qui louera ou qui vendra à un client final, mais aujourd'hui qui n'est pas connu. Voilà. Donc, c'est vraiment purement de la spéculation financière. Voilà, donc pour de vrai, c'est ça ce projet. Donc là, vous vous demandez comment c'est possible de faire encore des projets en 2024 qui ressemblent à ça. Mais en fait, ça, c'est grâce à la complicité des élus locaux. Donc, en premier lieu, le président de l'agglo, monsieur Banquet, et le maire de Carcassonne, monsieur Lara, donc, qui favorise et qui même encourage ce projet. Par exemple, ils ont
changé le PLU. Monsieur Lara a changé le PLU à plusieurs reprises pour se mettre en accord avec ce projet-là, parce qu'au départ, c'était des parcelles qui étaient classées AA, agronomes à fort enjeu agronomique. Après 2 modifications du PLU, il se trouve que ces parcelles, elles sont juste parfaites pour implanter ce projet logistique. Voilà, donc nous, à Les Besson-Salvaza, on se structure et on milite pour que vraiment ça ne se fasse pas. Donc, je vais faire un peu de publicité. En ce moment, au niveau du projet, juste pour finir, au niveau du projet, donc, il y a eu les permis d'aménager, les permis de construire qui ont été déposés. Donc, il y a une enquête publique en cours. Donc, ce qui nous aiderait beaucoup, c'est que tout le monde mette un petit avis défavorable sur l'enquête publique. Voilà. Aussi, on se structure et on prend un avocat pour lutter de façon plus égale et parce que c'est bien de lutter, mais c'est bien de gagner aussi. Donc, voilà, on prend un avocat et ça coûte. Donc, vous pouvez nous soutenir aussi. Il y a une cagnotte en ligne sur Hello Asso. Donc, Les Besson-Salvaza, vous nous trouverez. Voilà. Et puis, dernière chose, je vous invite, on va faire une grande fête, ou enfin un grand rassemblement, une manif, le 5 octobre, dans ce cadre-là. Et donc, vous êtes tous invités le 5 octobre à venir nous soutenir. Voilà. Merci à toi, Valérie. Donc, si on a souhaité aussi avoir cette tribune ce soir, avec à la fois les organisations politiques qui sont partie prenante du nouveau Front populaire, on a souhaité aussi avoir un temps d'échange de la part des collectifs de lutte, des syndicats. Ça nous semble très important parce que c'est ça aussi la campagne du nouveau Front populaire. Et c'est aussi pour ça que le nouveau Front populaire existe. Parce que sans cette pression de toutes et tous, de tous les militants et militantes du quotidien, on ne l'aurait pas eu en un temps aussi limité. C'est un véritable défi qu'on a réussi à emporter. Donc je vais maintenant donner la parole à Rémi, parce que la question de la santé, c'est quelque chose qui est très présent dans cette campagne, c'est quelque chose qui est très présent dans nos luttes ces derniers mois, ces dernières années, et c'est un véritable enjeu aujourd'hui au niveau à la fois local et national de dénoncer ce système de santé qui a été détruit par des décennies d'austérité, et aussi parce que nous, on porte un véritable projet qui remet la santé au cœur de notre projet politique, parce qu'on est tous et toutes concernés et qu'on ne peut plus laisser des gens mourir aujourd'hui. C'est à toi, Rémi. Il n'y a aucun doute à avoir. Macron et Bardella sont aux ordres du MEDEF. Ils ont un programme commun, celui de faire la peau à la cotisation sociale. Je sais combien la défense et la promotion de notre Sécu et de la cotisation, ce salaire socialisé, notre richesse produite par notre travail, va demander des combats difficiles. Et ce, quel que soit le résultat des élections, c'est cela le Front populaire, les urnes et le combat. Et je ne vais pas faire un bilan des méfaits du libéralisme depuis l'année 72, année du numerus clausus, mais je vais le faire en lisant un texte, celui de l'appel des professions usagers de la santé, que plus de 3600 personnes ont signé. Il est ce qu'il est, mais dans la situation que nous traversons, il faut le savourer. Nous, femmes et hommes des professions de santé, du médico-social, du soin et de la recherche, ou usagers des services de santé, exprimons solennellement notre opposition aux partis d'extrême droite et à leurs desseins mortifères pour notre République et la santé publique. L'accès à la santé pour tous fait partie des droits humains fondamentaux et des principes essentiels de notre pacte républicain, protecteur notamment des plus vulnérables. Toute politique xénophobe ou discriminatoire conduisant à supprimer des droits sociaux et à la santé sur des critères d'origine ou de nationalité est contraire à ces valeurs universelles. Elle mettrait par ailleurs en péril la santé publique et donc potentiellement la santé de toutes et tous. Les maladies infectieuses et les épidémies ne reculent pas devant un passeport ou un arbre généalogique. Elles touchent d'abord les plus précaires quand ils ne peuvent pas se soigner et se diffusent ensuite dans l'ensemble d'une population. De même, ne pas pouvoir subvenir aux besoins les plus élémentaires au travers des aides sociales fragilise immanquablement la santé des plus exposés, en commençant par les enfants et les personnes âgées,
et les personnes en situation de handicap, avec en particulier des conséquences bien établies sur la santé mentale de beaucoup d'entre nous. Le système de soins et d'accompagnement médico-social est grandement fragilisé depuis déjà de nombreuses années. Il a survécu aux crises successives grâce à l'engagement et au dévouement des professionnels, dont beaucoup sont issus de l'immigration, malgré tous les obstacles qu'ils peuvent rencontrer sur leur parcours. Se priver de ses compétences et contributions précieuses dans les métiers difficiles et essentiels ne ferait qu'aggraver les dysfonctionnements et les manques de notre système sanitaire et médico-social. Le gouvernement en place depuis 7 ans, qui se prétendait le meilleur rempart face à la menace du Rassemblement national, a totalement échoué dans cet objectif. Il a, tout au contraire, décidé de réformes s'inspirant de la préférence nationale et d'autres projets de droite, voire d'extrême droite. La défense de la santé publique et de la solidarité universelle ne viendra pas de ces partis. Les politiques de préférence nationale, dans un domaine aussi sensible que la santé, ne feront qu'accentuer les inégalités sociales, avec le risque de fracturer encore davantage notre société déjà fragile. Les conséquences de telles politiques peuvent être dévastatrices, non seulement en termes de santé publique, mais aussi en termes de cohésion sociale. Ces principes indignes sont contraires à notre Constitution et nous font courir le risque de provoquer des soulèvements sociaux. Pour toutes ces raisons, il est important de se mobiliser contre les politiques d'extrême droite et de soutenir des candidats qui défendent une vision inclusive, solidaire et égalitaire de la santé publique. Voter pour les partis de gauche, c'est choisir de préserver l'accès universel à des soins de qualité pour tous et ainsi agir pour la stabilité et la paix sociale dans notre pays. Dans la période grave et historique que traverse notre pays, nous appelons toutes les personnes attachées aux valeurs humanistes du soin et de la santé publique à faire barrage aux partis d'extrême droite en votant pour les candidats rassemblés au sein du nouveau Front populaire pour les prochaines élections législatives. Pour Philippe Poutou. Merci à toi Rémi. Bon, et cette campagne, elle se fait sur tous les terrains. Et une des raisons pour laquelle on n'en veut plus de Macron et on veut surtout pas de l'extrême droite, on veut surtout pas de celui qui nous dit tranquillement d'aller faire la soupe. Je ne répéterai pas le mot suivant ici. C'est qu'en termes d'attaque contre les droits des femmes, c'est hors de question qu'il soit réélu. Parce que ça, on n'en veut pas. On ne se laissera pas faire. Et heureusement qu'on a des collectifs féministes qui luttent sur le terrain quotidiennement, qui n'attendent pas les élections pour le faire, mais bien évidemment qu'on voulait leur donner la parole ce soir. Donc, je vais donner la parole à Emma Bonin, qui intervient ce soir pour le collectif féministe des Narbonnaises et pour le collectif 11 droits des femmes. À toi Emma, merci. Alors, le collectif des féministes narbonnaises fait partie du collectif 11 droits des femmes, dont fait aussi partie le planning familial qui est de l'Aude, qui est à Lézignan-Corbière. Et on a décidé de s'adresser à vous ce soir sous la forme de revendications. Alors, comme le CIDFF, nous réclamons une Assemblée nationale féministe afin de faire voter enfin une grande loi cadre contre les violences sexistes et sexuelles. 6 ans après MeToo, toujours rien. En termes de prévention, nous voulons une véritable mise en œuvre de la loi de 2001 pour l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. 3 associations, le planning familial, SOS Homophobie et SIDAction, ont attaqué l'État en mars 2023 pour défaut de mise en œuvre de la loi. Il faut des moyens à la hauteur de cet enjeu qui est un des leviers primaires de la lutte contre les violences. Un programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle par des professionnels ou alors, dégager du temps aux enseignantes et aux enseignants pour se former. Sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles, en particulier à l'attention des garçons et des hommes, ça les concerne aussi.
Promouvoir l'égalité des sexes et le respect partout, dans toute la société. Déconstruire les stéréotypes sexistes. Mettre en place des programmes de soutien parental pour favoriser des relations familiales saines et bienveillantes. Offrir des services de conseil et d'accompagnement aux familles en difficulté. Donner des moyens pour un repérage des violences sexistes et sexuelles. Et un traitement judiciaire des violences à la hauteur de l'enjeu. Accroître les moyens alloués aux forces de l'ordre pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Former des agents de police et des gendarmes à l'accompagnement des victimes. Garantir un traitement judiciaire diligent et impartial des violences sexuelles. Enfin, une prise en charge psychotraumatique des victimes. Soutenir les victimes en développant des réseaux d'accueil et d'accompagnement. Assurer la prise en charge médicale et psychologique. Cette loi cadre doit prendre en compte les recommandations formulées par la Ciivise, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexistes et sexuelles faites aux enfants, avec la première équipe du juge Durand, pour protéger les enfants victimes de violences sexistes et sexuelles. 3 ans de travail, 82 recommandations organisées en 4 axes, le repérage des enfants victimes, le traitement judiciaire, la réparation incluant le soin et la prévention. Tout ça à la poubelle. 18 enfants sont violés par heure. Nous voulons une politique puissante et engagée, visible, contre toutes les violences faites aux enfants, pour les protéger. Il faut un ministère de l'enfance et créer une commission indépendante sur le racisme intégrant les mineurs et recentraliser l'aide sociale à l'enfance. Nous voulons relancer les travaux de la mission parlementaire sur la redéfinition pénale du viol et que l'inscription du consentement dans la loi sur le viol soit votée parce que la réalité du viol ne se limite pas à la contrainte, la surprise, la violence ou la menace. Il y a 94 000 femmes victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. Moins de 15% des plaintes pour viol donnent lieu à une condamnation. Et au total, moins de 1% des viols ou tentatives de viol donnent lieu à une condamnation. Nous voulons que les 2,6 milliards d'euros promis soient effectivement employés pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Un soutien financier et logistique aux associations qui œuvrent pour accompagner toutes les populations en souffrance, la suppression du pacte républicain, le retour des projets pluriannuels, une écoute des remontées de terrain pour prendre en compte les besoins. Un souffle à la démocratie, en sortant d'une verticalité descendante, pour au contraire écouter celles et ceux qui sont sur le terrain. Notre démocratie est malade aussi de l'autoritarisme d'État érigé comme modèle. Dans les familles, dans les structures, en politique, il y a ceux qui décident parce qu'ils représentent l'autorité et celles et ceux qui doivent obéir au nom de ce respect de l'autorité. L'État devrait adopter pour principe qu'on écoute d'abord la parole de celui ou de celle qui souffre, de celle ou de celui qui subit l'oppression, pour avancer collectivement. Les enfants, les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, toutes ces personnes sont toujours effacées du champ public. Nous voulons que l'action de contrôle de l'Arcom soit effective et l'attribution des canaux de diffusion à des médias qui respectent les valeurs républicaines. C'est vrai. Les amendes, les milliardaires, ça les fait bien rigoler. Nous voulons l'abrogation des lois et des réformes de régression sociale comme celles sur les retraites et sur l'assurance chômage qui pénalisent principalement les femmes. Nous voulons une politique de lutte contre la précarité croissante des personnes garantissant des droits sociaux à toutes et tous, notamment aux mères isolées. La précarité des femmes en France, la voici. 62 des smicards sont des smicardes.
78% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. 70% des bénéficiaires des banques alimentaires sont des femmes. C'est profiteuse. 1 million de mères isolées vivent sous le seuil de pauvreté, un salaire inférieur de 24% à celui des hommes en moyenne. Nous voulons qu'une véritable diplomatie féministe soit mise en place et que la résolution 1325 de l'ONU soit enfin appliquée. Pour conclure, méditons sur la phrase de Louise Michel, chère à nos cœurs. Nous sommes le nombre immense qui ne connaît pas sa force. Oui, nous sommes fortes, nous sommes fiers, nous sommes forts aussi. Oui, nous allons changer le cours de l'histoire. Nous allons construire un nouvel épisode. Et toutes et tous ensemble, nous allons gagner et faire front populaire. Merci. Merci à toi Emma. Et puis je crois que c'est pas juste une prise de parole ce soir, c'est aussi la place des femmes dans cette campagne et je pense qu'on peut en être fiers parce que c'est pas franchement le cas de l'autre côté quand même. Hein. Et c'est pas pour rien. Je vais maintenant passer la parole à Alan du collectif Occitaniste qui est partie prenante de la campagne du nouveau Front Populaire ici dans l'Aude mais aussi en Occitanie évidemment. Lucor e Lucab nos dolen en bezin la i resultos de las eleccions passadas, legislatives, presidenciales, europeus e interodaude. Unos resultos talment diferentes de l'esperit d'aquesta terra, d'aquest país occità entre dos mars i tres muntanyes, qu'a saput tant de cops s'elevar contra les injustícies. Bon, tornarei pas al temps de les cruzades, où voliam ja instaurar le regne de la pensada única. Mas n'hi ha pla dins aquesta sala que se souvenen dels moments d'unitat popular à l'entour del crit volem vivre al país de les années 70 per defendre los binyairus et bastir un devenir ici que serait pas seulement un endrei per venir escutar l'estiu, les cigales, et l'accent que cante, et qu'à cause savait c'est talment agradiu et plaisant. Aquestes terres ouvertes, sur la mar nostra, un tant de peuples sont passats, qu'a saput dressar après los refugiats del fascisme d'Italie ou de Catalunya d'Espagne, qu'aussi poden venir les contrades del racisme, de l'exclusion, de la barradure als autres. A quoi se pot pas, a quoi va voler pas. Et nous, sem pas une province que deu bada Paris, sem pas venguts ce que dissoir los territoris en pensant que sen d'espacis arriérats. Nous, volem faire país, faire societat, en s'apiejant sur toutes les riqueses et connaissances humanes qu'avem en partage. N'avem un sadul, n'avem prou tabès del mespres constant et réaffirmat per Macron et sus ministres de l'éducation et de la culture à Paris enquide per la langue et la culture doc. N'avem prou d'aquel viatge d'escampar les escobilles une identité réelle, enrasigada et ouverte sur le monde. Ni nostres vots de dimanche, musicalement triomphant au plus de force de l'esprit de Trencabel, d'Olympe de Gouges, d'Émile Dijon, de Jaurès, de Marcel Albert et Ernest Ferroul, del Résistance, de Jean Bialade. En reprenant los mus d'or de les carboniers de la salle, nous daissarem pas torse, plegarem pas. Et per acco, avem un candidat de première, Lou Philippe Poutou. Et un Poutou est un grand signe d'amistad et d'amour. Mais acco, nous suffira pas. Voulem de manger 7 desserts, nous faire des poutonasses de victoria. Un cop qu'aurem votat, la face sera pas plegada. Le 30 de juny et le 7 de juillet sont mensatges
che caldrà transformare. L'unità che è anais, che è già nascuda, nous deu convidar a menar ensemble d'autres combats per las libertats, une démocratie biscuda et la convivencia. Visca le nouvel Front populaire! Merci beaucoup à toi, Alan. Je vais maintenant passer la parole à Yannick Séguier, scénariste et cinéaste militant, parce que ça nous semblait aujourd'hui indispensable, au vu des attaques contre la culture depuis des années et au vu du programme qu'on nous annonce si le Rassemblement national l'emportait, à savoir écraser tous les liens entre la culture, le militantisme, écraser tous ceux qui luttent en utilisant les armes qui sont aujourd'hui dans nos mains. Je te passe la parole, Yannick. Merci à toi. Merci. Alors moi, je suis effectivement au départ scénariste, metteur en scène, et maintenant je fais de la réalisation, citoyenne, militant, comme on veut. J'ai commencé à travailler sur l'histoire à travers des personnages, en particulier un personnage qui nous est cher, c'est Jean Jaurès. J'avais monté un spectacle qui a énormément tourné sur cette histoire, ce personnage, sur la République sociale. Et puis j'ai continué, j'ai travaillé sur la résistance, sur l'histoire du droit des femmes, sur la liberté et la laïcité. Et puis, dans mon travail artistique, j'ai mélangé le théâtre et le cinéma. Et en mélangeant le théâtre et le cinéma, alors j'ai travaillé sur le théâtre et le cinéma, de les mélanger sur scène pour que ce soit beaucoup plus vivant et pour toucher le public jeune. Et puis ensuite, j'ai basculé dans le cinéma, et dans le cinéma, je me suis penché, j'ai réalisé des films plutôt régionaux. Un film sur l'histoire de l'Aude, qui raconte l'Aude, mais non pas, comme me disait, pas avec une écriture venant de Paris, en essayant de raconter l'Aude, raconter l'histoire de l'Aude, comment les habitants auraient pu la vivre. Et puis surtout, bon, j'ai travaillé sur l'histoire du Midi viticole, puisque là, dernièrement, j'ai même sorti en format cinéma un film qui s'appelle « Était une fois le Midi viticole », qui raconte cette histoire, qui est une histoire... Alors, ce n'est pas une histoire technique de la vigne, c'est une histoire vraiment sociale. Comment la vigne est arrivée ici, comment elle s'est installée, comment il y a eu des migrations, comment la coopération, à un moment donné, a structuré tout ça. Enfin, voilà. Ça, c'est mon travail, et je continue toujours dans ce sens-là. Mais je m'inscris vraiment dans un esprit de culture et d'éducation populaire. Parce qu'au fond, la culture, c'est quoi? La culture, en fait, elle arrive d'un combat qui vient du socialisme. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, quand le capitalisme, au moment de la révolution industrielle, met les gens dans des conditions de travail terribles, ben, il y a une force qui va se lever, qu'on va appeler socialisme, communisme, anarchisme, anarcho-syndicalisme, etc., qui va se battre sur deux valeurs, la répartition des richesses et la conquête du temps libre. Et la conquête du temps libre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est d'avoir du temps pour soi. Et ce temps pour soi, on le vit, ce temps, comme on veut. Alors les patrons, de suite, ils ont dit, si on vous laisse du temps, vous allez vous saouler. Et puis il y en a qui ont répondu, ben non, le temps, on va peut-être faire autre chose, on va cultiver notre jardin, mais on va cultiver aussi nos têtes, hein, on va lire, etc. Et là, va arriver l'école publique, va arriver des gens qui vont créer des bibliothèques, hein. Il va y avoir des bourses de travail où on va discuter, se rencontrer, et il va y avoir tout un phénomène culturel. Alors peut-être qu'on est comme M. Jourdain à cette époque-là, on ne sait pas qu'on fait de la culture, hein, mais on en fait sans le savoir, quoi. Et en tout cas, cette culture populaire, elle va permettre à des gens de devenir des citoyens, et des citoyens toute leur vie. Et moi, je pense vraiment qu'il y a un moment très fort dans la culture, c'est pendant la guerre, avec le Conseil national de la résistance, qui se réunit bien sûr clandestinement, entouré de mouchards, de collabos, et qui pense culture, éducation populaire, qui pense citoyenneté, qui pense lieu de mixité, qui pense lieu de mixité sociale et raciale, et surtout qui pense
que sans une éducation populaire forte, ben, ce qui s'est passé pendant la guerre, ça peut recommencer. Malheureusement, j'ai envie de dire, et j'espère que nous allons nous battre et gagner contre tout ça, mais il s'est passé quelque chose. En particulier, alors j'ai mélangé mes feuilles, en particulier, j'ai envie de dire que, bien sûr, la droite a toujours combattu ces lieux de culture, ces lieux de partage, ces espaces peu dociles. Mais surtout, à un moment donné, la droite, elle a changé de stratégie. Elle ne s'est plus battue pour revenir en arrière sur le temps libre. Elle a pris le temps libre et elle a dit, ce temps libre, on va le transformer. On va transformer le temps libre en temps de consommation. Parce que la droite, elle pense que tout doit devenir marchand, et même la culture. Malheureusement, nous sommes passés de cette culture populaire à une culture d'objets. Nous sommes passés dans cette culture, l'art qui fut si longtemps subversif a laissé place à l'art contemporain, souvent transgressif, mais qui est devenu un art de marché. La culture aussi dans son ensemble a basculé sans réelle résistance dans le marchand au nom du beau, de la qualité, de l'esthétique. C'est bien plus facile pour les décideurs, les techniciens, des élus de sortir un chéquier plutôt que de créer dans sa ville ou dans sa commune des projets culturels avec sa population, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Et moi, je crois que la culture, elle est fondamentale à notre développement. Je crois que nous devons vraiment réapprendre à tisser un nouveau maillage de conscience. Nous devons réapprendre à retravailler l'intérêt collectif, redéfinir les choses utiles, vivre à la hauteur de notre esprit. Il faut retrouver d'urgence une spiritualité commune, écologique et artistique ouverte, afin de contrer les forces de la gravité consumériste qui nous collent au sol. Sans cela, nous ne pourrons plus lutter pour que vive le droit au blasphème, aux caricatures, à la liberté de pensée et de conscience, au rire, au droit à la culture tout simplement. Alors oui, il nous faut gagner la bataille culturelle et n'ayons aucune pitié avec ceux qui veulent nous faire taire. Dimanche, nous scalema. Nous scalbara lu camino al piot des tremo. Votons pour notre candidat du Front Populaire, Philippe Poutou. Vive le Front Populaire. Merci à toi Yannick. Bon, cette campagne, elle est inédite et on n'y aurait pas cru si on nous l'avait dit il y a un peu plus de 3 semaines qu'on arriverait à faire ça. À unir ces organisations politiques, ces militants du quotidien, ces collectifs militants du quotidien. Mais pas que. C'est qu'aujourd'hui dans la bagarre, on a aussi des organisations syndicales qui sont impliquées totalement à 100% dans le Front Populaire. Je vais donc donner la parole aux camarades de la CGT et la FSU qui nous font le plaisir de venir nous voir ce soir et qui participent à cette campagne. J'ai pas bien parlé, mais... Les 2 micros? Non, on va faire l'un après l'autre. Je te soutiens. Ouais. Allez. Donc bonjour à toutes et tous. Il y a beaucoup de camarades dans la salle, ça fait plaisir et ça donne beaucoup d'espoir. Donc je ne vous cache pas que quand même, nous, la CGT, on est très en colère, même si on est plein d'espoir, je viens de le dire, parce que ça fait des années qu'on dénonce l'imposture sociale qu'est le Rassemblement national. Parce que ce n'est pas seulement un parti xénophobe, raciste, etc. C'est aussi un parti libéral, pro-patronal, et qui ne fera jamais rien pour les salariés, pour les travailleurs dans ce pays. Ils ont refusé l'augmentation du SMIC, ils ont refusé l'indexation des salaires sur l'inflation, refusé la revalorisation des pensions par rapport aux femmes, la camarade l'a dit, ils ont refusé d'inscrire l'IVG dans la Constitution française. Alors à la question parfois qu'on nous pose en ce moment même, pourquoi on fait de la politique les syndicats? Ben parce que tous les jours on en fait de la politique. Quand on se bat pour nos salaires, nos conditions de travail, pour
32 heures pour travailler moins, pour gagner plus, parce que ça, c'est la modernité. C'est là qu'on combat le capital. C'est là qu'on combat le CAC 40 et l'ensemble des dividendes qui touchent. Donc il faut continuer à lutter, continuer à s'organiser, et ce Front populaire, il fait partie de cette belle lutte. Personne aujourd'hui ne poserait la question à la CGT de dire « qu'est-ce que vous foutiez dans le Conseil national de la résistance ?» C'est une évidence. Donc aujourd'hui, qu'on ne nous pose pas la question parce que notre place, elle est bien ici. Nous disons, le Rassemblement national, il ne s'essaye pas, il se combat, parce que le Rassemblement national, ce ne sera jamais un parti comme les autres. Il est prêt pour cela à établir des lois anticonstitutionnelles qui lui permettraient demain, s'il arrivait au pouvoir, d'y rester. La CGT, elle est indépendante, elle est libre, elle n'a jamais été neutre et elle ne sera jamais neutre. Nous avons toujours combattu le fascisme et ça a toujours forgé notre histoire. Le RN, je vous l'ai dit, il tente de gommer l'antagonisme de classe. Sauf qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se leurrer. La proposition, j'en prends une, 10% d'augmentation des salaires, avec exonération des cotisations sociales, c'est la mort annoncée de notre sécurité sociale et en plus sur accord d'entreprise. Dans le département de l'Aude, on a énormément de TPE. Où est-ce qu'on a des délégués syndicaux qui pourront passer ces accords d'entreprise quand on sait que le Rassemblement national, son objectif, c'est d'éradiquer les syndicats et en particulier les syndicats qui s'occupent justement de leurs affaires et qui sont ici. On ne fait pas de chèque en blanc. Pour nous, il n'y a pas de personnage providentiel, ni homme ni femme. Par contre, on dit il faut voter pour le programme du Front populaire parce que c'est le plus à même de porter nos revendications dans la lutte, quelle que soit l'issue du scrutin. Merci et votez Front populaire. Alors pour la FSU, donc, qui est représentée dans la fonction publique territoriale, donc avec tous les métiers des collectivités, et aussi dans la fonction publique d'État, avec l'éducation, mais pas seulement, la justice, l'agriculture, etc. Le moment, il est effectivement, comme l'a dit Sophie, très important parce que l'extrême droite peut arriver au pouvoir. Et nous, on se réjouit que dès le lendemain des européennes, il y a eu une intersyndicale unie, alors avec la CGT, mais aussi avec l'UNSA et la CFDT et Solidaire, pour faire valoir les revendications du monde du travail, parce que c'est avec ces revendications qu'on peut battre l'extrême droite et battre les libéraux, parce que ce sont les politiques des libéraux qui produisent la désespérance sociale sur laquelle l'extrême droite prospère. Alors, il y en a qui disent oui, l'extrême droite, on n'a jamais essayé. Alors si, on a déjà essayé, il y a plein d'exemples. Je vais me contenter d'exemples récents et pas très loin de chez nous. Il y a des mairies d'extrême droite. À Beaucaire, dans le Gard, le maire extrême droite a été élu. Il a supprimé 10% des effectifs des fonctionnaires de la mairie. Alors il s'est félicité des économies réalisées. Par contre, le service public qui a été rendu, il a été dégradé et les conditions de travail des personnels, elles ont été aussi dégradées. On est allé après jusqu'à l'inspection du travail. C'est ça qui se passe quand l'extrême droite a des responsabilités. Dans d'autres mairies, le Pontet par exemple, on enlève les tarifs sociaux à la cantine ou à l'école de musique. C'est ça la politique de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est l'ennemi des services publics et donc c'est l'ennemi de l'intérêt général. Et alors, ce qu'on voit aussi, c'est que réciproquement, quand on étudie le vote d'extrême droite, on voit que le vote d'extrême droite, il progresse quand les services publics y sont dégradés et là où les services publics sont dégradés. Donc en fait, ce sont aussi les politiques libérales qui affaiblissent le service public, ce sont ces politiques qui favorisent l'extrême droite. D'où donc le fait que pour la FSU,
dans ces conditions pour battre l'extrême droite, mais aussi pour battre les libéraux, il nous a paru normal d'appeler à soutenir la dynamique unitaire du nouveau Front populaire et d'appeler à voter pour le programme du nouveau Front populaire. Et donc nous, on continuera à faire valoir nos revendications, les revendications du monde du travail, celles du service public, celles de la fonction publique. Et je terminerai donc avec 2 mots sur l'école et sur la fonction publique. Alors l'école, elle va pas très bien, vous le savez, hein, en ce moment, on a subi ce qu'on appelle un choc des savoirs. Alors là, c'est les libéraux, hein, c'est Gabriel Attal, avec un projet tout simplement de tri des élèves. Hein. Vous avez entendu parler des groupes de niveau au collège, mais ça va plus loin, ça commence dès l'école, avec des pratiques assez standardisées qui sont imposées, avec l'idée dès le départ de trier les élèves et de leur assigner un destin qui est bien sûr un destin social. Et on va après le collège vers l'apprentissage, hein, pour ceux dont on n'a pas estimé qu'ils pouvaient continuer dans l'école. Et l'apprentissage, on sait ce que c'est la plus grosse voie de rupture de parcours. C'est surtout un moyen de donner de la main-d'œuvre gratuite aux patrons, hein, parce que les apprentis ne coûtent quasiment rien aux patrons. Et nous, évidemment, on défend autre chose. Hein. On défend une école émancipatrice, une école pour toutes et tous. Et le projet de l'extrême droite, alors il parle beaucoup d'autorité, hein, vous avez remarqué, mais en fait il parle d'autorité et ensuite ce qu'il parle c'est continuer le tri des élèves, aller vers un collège modulaire. Alors c'est le choc des savoirs plus. Et par contre ce dont il parle pas, c'est ce dont nous parlent nous nos collègues tout le temps, c'est le nombre d'élèves par classe, c'est les personnels qui manquent. Voilà, nous c'est ça qu'on demande, hein, davantage de recrutement pour faire baisser le nombre d'élèves par classe, des recrutements d'enseignants bien sûr, mais aussi des recrutements d'AESH pour les élèves en situation de handicap, d'enseignants spécialisés, de personnel dans les vies scolaires, de psychologues, d'assistants et assistantes sociales. Parce que l'école, évidemment, elle ne vit pas dans un sanctuaire, elle vit dans la société. Et quand on est dans l'Aude, donc le 3e département le plus pauvre de la France hexagonale, les difficultés de l'école, elles sont aussi liées aux difficultés de la société, au fait qu'on est dans des déserts médicaux, déserts paramédicaux, etc. Et il y a quelque chose pour nous à la FSU qui est essentiel au niveau de l'école, c'est qu'il faut, et ça c'est Amélie Oudéa-Castéra qui nous a un peu aidé à remettre cette question-là au devant de la scène, c'est la question du rôle de l'école privée dans tout ça, qui est un séparatisme, hein, pour le coup on a beaucoup parlé de séparatisme, voilà, là il y a un séparatisme. L'école du département de l'Aude qui a le plus haut indice de positionnement social, c'est l'école Saint-Michel à Carcassonne. L'école la plus défavorisée, c'est l'école de l'Aiguille à Trèbes, elle est dans cette circonscription, elle n'est pas très loin d'ici. Donc c'est ça aussi que nous on demande, c'est de n'oublier personne, de considérer toutes les écoles, même quand elles ne sont pas labellisées éducation prioritaire. Hein. On a 2 réseaux seulement éducation prioritaire dans l'Aude, alors qu'on est le 3e département le plus pauvre de France. Donc plein de choses à voir de ce point de vue-là. Donc on continuera à faire valoir ça, on continuera aussi à défendre le service public, là aussi attaqué. On a besoin de titulaires, de fonctionnaires qui ont leur statut, qui les protège de toutes les pressions politiques, les pressions managériales. Et donc on continuera à défendre tout ça, le modèle de société que nous voulons, qui n'est pas celui de l'extrême droite, qui n'est pas celui des libéraux. Donc pour la FSU, c'est toutes et tous ensemble qu'il faut lutter, c'est toutes et tous ensemble qu'on va gagner. Merci à toi camarade. Avant de poursuivre, un petit mot sur les 24 heures qu'on a devant nous. Alors, ce n'est pas les dernières 24 heures de campagne, c'est les dernières 24 heures avant le premier tour. Mais un premier tour qu'il nous faut réussir avec un score qui soit le plus haut possible. Pour ça, on a, sur une dizaine de jours, distribué plus de 50 000 tracts, collé plus de 4 000 affiches. Et on a du matériel pour les 24 dernières heures. On a tiré un certain nombre de tracts avec y compris les positions nationales, mais avec les éléments locaux aussi, ce qui nous semble être un très bon outil pour cette dernière journée de campagne qui aura lieu demain. Et donc, c'est à disposition à la sortie de la salle. N'hésitez pas à repartir avec votre pile de tracts pour mettre le paquet demain. Je vais maintenant passer la parole à Dominique Blanc, qui est donc la porte-parole du nouveau parti anticapitaliste de l'Aude. Bonsoir. Aujourd'hui, nous avons une double priorité. Dégager le RN des 3 circos audoises et changer le paysage politique français.
y appliquer notre programme du nouveau Front populaire en virant les politiques antisociales de Macron. Nouveau Front populaire, nous avons une mission. Elle n'est pas facile, mais nous l'acceptons avec honneur. Nous acceptons de lutter pied à pied contre le danger grave et imminent de la peste brune. Dans cette circonscription aussi, dans toutes les communes et dans tous les cantons, de Durban à Conques, en passant par Carcassonne, Ginestas, Lézignan, Mascabardès, Périac et Capendu, puisque nous sommes à Marseillette aujourd'hui. Le RN est un parti violent, haineux, dans l'Aude comme ailleurs. L'intimidation de journalistes de la presse locale, les insultes et attaques sur les réseaux sociaux, et aussi les agressions verbales et physiques de nos militants, et pas que de nos militants, le montrent. Nous ne cesserons pas de répéter que ce parti est raciste, antisémite, sexiste, homophobe, validiste et se moque de l'environnement, est l'ennemi des travailleuses et des travailleurs, l'ennemi des syndicalistes, et qu'il ment sans honte. Avec le RN, plus les mensonges sont gros, plus ils passent. Cela a été dit, mais répétons-le, pour prospérer et arriver au pouvoir, il s'appuie sur les dégâts créés par les politiques et réformes macronistes. Et pourtant, son programme à lui, au RN, est totalement antisocial. Et pourtant, malheureusement, les grands milieux d'affaires, le grand patronat, sont prêts à s'entendre avec cette famille Le Pen-Bardella. La campagne immonde de la droite et de l'extrême droite dans l'Aude, comme partout, veut nous discréditer. Ça passe par des propos calomnieux, et même parfois de la part de politiciens et politiciennes qui se revendiquent comme modérés. Mais ils sont irresponsables, car ils banalisent et rendent plus respectable l'extrême droite. À nous donc, nous, nouveau Front populaire, qui en quelques jours avons su nous parler, avons pu nous retrouver et construire en France ensemble ce fabuleux monument et mouvement, à nous de rappeler sans cesse que nous partageons les richesses autrement, que nous sommes porteuses et porteuses de mesures de justice fiscale, que quand une audoise ou un audois sur 5 est sous le seuil de la pauvreté, contrairement à la Macronie et à ceux qui et celles qui perdent leur vie en essayant de la gagner, nous voulons que toutes et tous vivent de leur travail, de leur retraite et des revenus décents et puissent se remettre debout avec dignité, depuis les quartiers populaires jusque dans les zones rurales, depuis les mères isolées à temps partiel, en passant par les AESH, les AED, toutes les personnes en première ligne, jusqu'aux agricultrices et agriculteurs, viticultrices et viticulteurs, étranglés par des revenus insuffisants, alors qu'elles et ils se donnent à fond et sans compter. Nous rappellerons, nous, Front populaire, que nous défendons les services publics et voulons les renforcer, cela a été dit, avec un autre hôpital, avec une autre école. Et nous rappelons que nous sommes effectivement, comme l'a dit Patrick, pour l'abandon des réformes qui trient socialement les élèves, qui creusent les inégalités comme le lycée Blanquer, Parcoursup, cette hérésie du SNU, le choc des savoirs, et qui sacrifie les élèves de lycée professionnels pour en faire de la chair à patron à bas prix. Nous, militantes et militants du Front populaire, nous rappellerons que nous proposons l'égalité salariale, que nous promouvons la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la protection et l'extension des droits des femmes et des enfants, comme en a parlé Emma fort justement. Nous faciliterons l'accès au visa pour toutes et toutes les étrangers et étrangères. Nous créerons une agence de sauvetage en mer et sur terre pour les migrants et les migrantes. Nous soutenons les luttes des peuples opprimés, et en Ukraine et en Palestine, où nous réclamons le cessez-le-feu pour Gaza, la reconnaissance de l'État de Palestine.
comme le font les deux collectifs audois sur Carcassonne et sur Narbonne, engagés pour une paix, pour la paix juste, la recherche de cette paix juste et durable entre Israéliens et Israéliennes et Palestiniens et Palestiniennes. J'en profite pour un petit moment. Rendez-vous demain à Narbonne à 18 h devant la place de la mairie. Nous appelons à un rassemblement en hommage, en soutien à Pinar Selek qui est attaqué par le gouvernement turc en ce moment. Venez nombreux demain si vous êtes disponibles. Alors l'espoir, l'heure est à l'espoir qui naît de notre union. L'heure est venue de dire partout, à tout le monde, que nous ne goûterons pas à l'extrême droite, mais que nous la battrons. L'heure est à la lutte, parce que la peur doit changer de camp. L'heure est à la mobilisation unitaire, avec le devoir pour nous toutes et nous tous de mettre en œuvre des conquêtes écologiques féministes, antidiscriminatoires et démocratiques. La France des travailleuses et des travailleurs, celle de la Révolution française, celle de la Commune, puisque notre camarade occitaniste a rappelé Émile Dijon tout à l'heure, et nous sommes de Narbonne aussi, eh bien cette France du Front populaire, celle de la Résistance, celle de mai 68, celle de 95, cette France qui fait peur aux puissants, elle peut mettre un coup d'arrêt à l'offensive mortifère de l'aristocratie des riches. Oui, un ouvrier à l'Assemblée, c'est possible. Oui, un ouvrier à l'Assemblée, c'est essentiel. Soyons confiantes et confiants, car pas loin d'ici à Narbonne, terre de lutte et de révolte viticole, rappelons-nous que Blum, un autre bel exemple de parachuté, fut élu député. Et nous, féministes, nous n'oublions pas Thérèse Blum. Il n'y avait pas que Léon, il y avait Thérèse, la madone des meetings. Et nous n'oublions pas non plus que Narbonne fut la terre d'un épisode de la Commune en 1870. C'est pour ça qu'avant de conclure, nous ferons une citation. Nous essaierons de nous rappeler de ce qu'a dit Louise Michel, grande figure de la Commune de Paris. S'il y a des miséreux dans cette société, des gens sans asile, sans vêtements et sans pain, c'est que la société dans laquelle nous vivons est mal organisée. On ne peut pas admettre qu'il y a encore des gens qui crèvent la faim quand d'autres ont des millions à dépenser en turpitude. C'est cette pensée qui me révolte, disait Louise Michel, il y a plus d'un siècle déjà. Alors, à notre tour aujourd'hui de nous révolter. Macron n'est pas le rempart contre l'extrême droite, c'est sa rampe de lancement. Nous, toutes et tous ici, nous sommes le rempart. Alors oui, le NPA dans l'Aude et partout en France est investi dans la campagne et dans les collectifs du Nouveau Front populaire et appelle toutes celles et ceux qui le souhaitent à nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes fiers ensemble dans l'unité sociale et politique de notre camp, de prendre nos responsabilités et d'écrire une nouvelle page de l'histoire et on ne lâchera rien. Merci beaucoup Dominique. Je vais maintenant passer la parole à Jacques Viol pour la France Insoumise. Oui. Bon, mais ça fait chaud au cœur de voir qu'on est aussi nombreux ce soir, aujourd'hui. Et d'une certaine façon, on peut dire merci à Macron. En recourant à la dissolution de l'Assemblée nationale, en ouvrant ainsi la voie à la prise du pouvoir à l'extrême droite, il a provoqué un choc dans tout le pays. En quelques heures, les partis de gauche, sous la pression qui est montée d'en bas, sous la pression du peuple, se sont rassemblés autour d'un programme de rupture.
des candidatures communes ont été décidées dans toutes les circonscriptions. Et depuis le premier lundi de la campagne, c'est un véritable déferlement militant à la permanence et dans toute la circonscription. Et si tous ces gens sont là, si vous êtes là, c'est d'abord pour battre le RN, évidemment, mais c'est aussi pour changer cette société, pour rompre avec elle, pour ouvrir une autre voie, et c'est ça la rupture. Merci d'être là. C'est que l'enjeu est d'importance. On a vu les déclarations incendiaires de Marion Maréchal sur les syndicats. Ces gens-là, arrivant au pouvoir, vont mettre leurs pas dans ceux de Macron et peu à peu liquider la démocratie. C'est-à-dire en fait ce qui protège les travailleurs et qui leur permet de poser et de défendre leurs revendications. Et en premier lieu, évidemment, leurs syndicats. Et d'ailleurs, si Macron s'entend avec eux, ou avec un machin qu'on appelle dans les médias le centre-gauche, moi je mets beaucoup de guillemets, ça va être pour continuer cette politique liberticide qu'il a déjà bien commencé. Parce que c'est tellement bien plus facile de détruire les conquêtes sociales, de plonger le pays dans la misère et dans la haine, quand les libertés publiques n'existent plus, à cause du Covid, à cause de la guerre, ou à cause de circonstances exceptionnelles. Et c'est parce que c'est si important, si essentiel ce qui va se passer les 30 juin et 7 juillet, qu'on a du mal à comprendre certaines choses qui se passent dans cette campagne et qui sont de nature à aider le RN à accéder au pouvoir. Comment comprendre? Nous avons sur la première un candidat qui se présente contre nous et qui se dit candidat du territoire. D'abord, question de territoire, il se pose un peu là, puisqu'il est le maire de Villesèque-Lande, qui, comme vous le savez, est dans la 3e circonscription. Disons qu'il a une conception du territoire variable. Mais ce candidat du territoire s'est aussi présenté en 2022 sur la 3e contre la candidate de la NUPES et il a contribué à sa défaite avec un désistement frileux. En fait, le territoire, il est surtout le candidat de ceux qui veulent faire perdre la gauche unie sur un programme de rupture. Et pour ça, il semble que ça fait déjà 2 fois, on peut compter sur lui. Comment comprendre ça? Comment comprendre? Il y a des personnalités de premier plan qui sont nouveaux Front populaire à fond, enfin qu'elles disent, mais qui soutiennent des candidats, dont celui dont je viens de parler, contre les candidats officiels du Front populaire. Comment comprendre ça? Comment comprendre? Il y a des candidats qui sont un jour Front républicain, un jour Front populaire, qui prennent des éléments du programme mais pas tout, et qui excluent toutes les autres forces politiques de leur campagne. Comment comprendre tout ça? Comment comprendre ces difficultés? Pourtant, l'enjeu est essentiel et tout le monde le dit. N'est-ce pas d'empêcher le RN d'accéder au pouvoir? Et pour l'empêcher cette fois-ci et les autres fois encore, n'est-ce pas essentiel d'appliquer un programme de rupture qui répare la vie des gens, qui leur permette de vivre ensemble tranquillement dans un pays apaisé? C'est bien ça l'essentiel. Donc il faut se mettre tous ensemble. Il y a ces difficultés, elles sont réelles, mais ensemble nous allons les surmonter. Parce que nous avons la force, tout simplement. Cette force qui se lève et qui va en finir avec des décennies de régression sociale. Et parce que nous avons aussi la conscience claire de ces difficultés et de ce qu'il faut faire pour ouvrir le chemin. On va gagner. Merci à toi Jacques. La parole est maintenant à Sylvie Villas, secrétaire départementale du PCF. Chers et chers amis et camarades, j'ai le plaisir de prendre la parole au nom de la Fédération de l'Aude du Parti communiste. Comme toutes et tous les communistes, je soutiens les candidates et les candidats qui se présentent sous les couleurs du nouveau Front populaire. Partout en France, le nouveau Front populaire porte l'espoir d'élus qui voteront des lois utiles à nous toutes et tous. Non, un député n'a pas besoin d'habiter dans sa circonscription d'élection pour proposer des lois utiles à une majorité de personnes qui y travaillent et y vivent, ni d'exercer une profession pour la défendre. André Chassaigne, député communiste, est à l'origine d'une loi permettant aux agriculteurs de toucher au moins 85% du salaire minimum et défend la création d'un statut pour les femmes d'agriculteurs leur permettant de toucher une retraite.
André Chassaigne est-il un élu issu de l'agriculture? Non, il est professeur de lettres et d'histoire-géographie. Ce qui importe pour un député, c'est de travailler ses dossiers, de rencontrer les gens, quel que soit son métier. Pourquoi y a-t-il autant de gens autour de nous qui votent pour l'extrême droite? Des gens comme nous. L'insécurité. L'insécurité décrite à longueur de temps dans les médias, ceux de Vincent Bolloré, qui les utilise pour répandre ces thèses réactionnaires d'extrême droite. C8, CNews, Europe 1, ou d'autres comme BFM qui mélangent propagande et programmes de divertissement au détriment de contenus rédactionnels élaborés par de vrais journalistes. Cette insécurité est le plus souvent vue à la télé. L'insécurité réellement vécue dans notre vie quotidienne, mise en place il y a des années avec les mesures d'austérité et perpétuée et aggravée par Macron, c'est l'insécurité sociale. Depuis trop longtemps, nos salaires, nos retraites, nos droits à l'indemnisation du chômage, à la retraite, mais aussi notre droit d'accès aux services publics, à la santé, sont saccagés et cela fait de nous des citoyennes et des citoyens de seconde zone. Hier soir, nous avons eu droit à un débat télévisé sur la 3 à propos de la bataille électorale sur notre circonscription. Vous y avez peut-être entendu, comme moi, cette dame qui, dans un des reportages accompagnant le débat, disait être obligée de faire les vides-greniers pour arrondir ses fins de mois et qui, motivée par le pouvoir d'achat, affirmait être prête à voter pour le Rassemblement national. Comment peut-on être trompé à ce point pour penser que l'extrême droite augmenterait les salaires des travailleuses et des travailleurs? L'imposture sociale du RN, le vote de ses députés en 2022 contre l'augmentation du SMIC à 1 500 € sont visiblement restés inconnus de beaucoup de gens. Utilisons les heures devant nous, avant le 30 juin, pour aller discuter avec toutes ces personnes trompées par les discours du Rassemblement national et aussi celles qui se sont abstenues, inconscientes du danger de l'extrême droite. Parlons-leur de notre programme, de notre volonté d'augmenter le SMIC à 1 600 € net, soit 2 000 € bruts. Leur dire notre volonté d'aller chercher les moyens de financer cette mesure de justice sociale par une réforme fiscale s'attaquant aux privilèges des milliardaires. Expliquons-leur qu'il est nécessaire de faire front populaire, pas seulement le temps d'une confrontation électorale, mais sur toutes les confrontations sociales. Prenons l'exemple de la grande conférence sociale située après la phase des mesures d'urgence prises dans les 100 premiers jours. Le SMIC est augmenté à 2 000 € bruts. Très bien. Mais il est nécessaire que tous les salaires suivent cette ascension, que cette augmentation du SMIC puisse se répercuter à tous les niveaux des grilles salariales. Pour cela, il va falloir que les salariés reprennent la main sur toutes les entreprises, qu'ils et elles fassent entendre leur volonté d'être mieux rémunérés et leur exigence d'unité d'action syndicale sur cette revendication. Vous l'avez vu, Bardella a ressorti la vieille recette toute moisie de la baisse des cotisations sociales pour augmenter le salaire net. Comme Macron, il veut satisfaire le patronat qui demande la suppression de la cotisation sociale. Tout à l'heure, j'ai parlé du salaire net et du salaire brut. La différence entre les deux, c'est la cotisation sociale, qui n'est rien d'autre qu'une part du salaire mis dans un pot commun, c'est-à-dire la sécurité sociale, le chômage et la retraite. Sans cotisation sociale, plus de financement de la Sécu, plus d'accès aux soins, ou plus précisément, terminer l'égalité d'accès aux soins, car les plus riches, eux, ils s'en sortiront toujours. Leur carte bleue remplacera la carte vitale. Si on supprime la cotisation sociale, c'est sûr, je vais gagner plus à la fin du mois. Mais je ne pourrai plus accéder à des soins coûteux, comme les soins hospitaliers pour soigner les longues maladies. Et peut-être, comme aux États-Unis, j'aurai à choisir entre payer l'éducation de mes enfants ou me payer l'opération chirurgicale indispensable pour les voir grandir. Il va nous falloir lutter sans relâche pour défendre notre système de sécurité sociale. Il nous reste quelques heures avant la fin de la campagne. Pour redonner du pouvoir au peuple, remettre des services publics dans tous les territoires, dans nos villages, dans les quartiers abandonnés, pour des jours heureux, ici dans l'Aude comme dans toute la France, votons et faisons voter pour le candidat du nouveau Front populaire. Votons et faisons voter Philippe Poutou. Merci à toi Sylvie. Je passe maintenant la parole à Anne Néné pour les écologistes.
Bonsoir à tous et comme tout le monde ici, je suis ravie de vous voir aussi nombreux. Ça fait chaud au cœur et ça donne un bon espoir. Et ce soir, je vais faire appel à quelques fantômes qui planent au-dessus de nos têtes. Ce soir, nous sommes les héritiers forcément de Léon Blum, qui était socialiste, rassembleur, pacifiste. Nous sommes aussi les héritiers d'Olympe de Gouges, qui était l'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Bravo. Merci. Nous sommes aussi les héritiers d'Ambroise Croizat, qui nous a donné la sécurité sociale, communiste. Nous sommes aussi les héritiers ce soir de René Dumont, qui avec son joli col roulé rouge et son verre d'eau nous annonçait les pénuries d'eau dont nous souffrons actuellement. Et nous sommes aussi les héritiers du grand Victor Hugo, qui défendait les misérables de tous les temps, et je crois qu'on y est. J'ai voulu vous parler de quelques exemples du programme que nous portons tous ensemble ce soir. D'abord, comme j'ai fait mention de René Dumont, je voulais parler de ce qu'on ferait pour l'eau. Et c'est une problématique très chère à notre territoire. On en manque et on en manquera de plus en plus. Et le programme prévoit de mettre en place des règles précises de partage de l'eau sur l'ensemble des activités pour que l'eau soit un bien commun reconnu et qu'il soit partagé de façon juste avec tout le monde autour de la table et pas juste une ou deux personnes qui disent « je vais mettre une méga bassine et pomper la nappe phréatique » ou autre accaparement injuste. On prévoit aussi, et ça c'est aussi très pertinent pour notre territoire, d'annuler les accords du CETA, du Mercosur, qui engagent nos agriculteurs dans une concurrence complètement déloyale et leur enlève des revenus et d'une rentabilité qui est précieuse et qui est indispensable pour notre souveraineté alimentaire. Et aussi pour l'avenir d'une agriculture plus écologique, parce qu'on ne peut pas se battre contre des imports qui ne sont pas produits de façon juste et loyale. On veut donc interdire l'importation de toute production agricole qui ne respecterait pas les normes sociales et environnementales que nous imposons à nos propres agriculteurs. Dans l'Aude, nous perdons chaque année 900 hectares de terres agricoles. 900 hectares chaque année, c'est énorme. Donc, le programme, page 18, si vous voulez aller vérifier, prévoit de lutter contre l'accaparement des terres et de permettre à chaque agriculteur qui souhaite s'installer d'accéder à une exploitation pour préserver le modèle agricole familial. Donc voilà quelques exemples, il y en a plein d'autres. Le programme, il est vraiment bien écrit, simple à comprendre. Je vous recommande d'aller le consulter et de le partager massivement. Il ne nous reste que quelques heures pour aller partager ces mesures, qui sont des mesures vraiment concrètes et efficaces pour notre territoire. Donc, portons-les tous ensemble. Et puis, voilà, portons cet espoir aussi de ces mesures qui nous rassemblent et qui nous tournent vers un avenir commun et meilleur. Merci à toi, Anne. Je vais maintenant donner la parole à Rosine, donc militante syndicaliste féministe et qui prend la parole pour Ensemble Mage ce soir. Bonsoir toutes et tous, camarades de lutte. Je représente ici Ensemble,
mouvement pour une alternative de gauche écologiste et sociale. Je me permets de rajouter, d'expliciter un tout petit peu, parce que la droite nous a piqué ce nom il y a quelques années. Et donc ensemble, MAGE, c'est nous. Depuis notre création, notre mouvement milite pour parvenir à une union de toutes les organisations politiques progressistes en opposition à la droite, au macronisme et au poison que représentent les extrêmes droites. C'est vous dire combien nous nous réjouissons aujourd'hui que, face à ce néofascisme qui s'étend, les gauches et les écologistes soient enfin réunis dans ce nouveau Front populaire. D'autant plus que ce rassemblement ne se limite pas aux partis politiques. Des syndicats largement représentatifs du monde du travail et aussi plus de 100 associations, qu'elles soient écologistes, de défense des droits humains, des droits des femmes et des minorités de genre, le monde de la culture ou encore des personnalités de premier plan, tous soutiennent notre nouveau Front populaire et affirment vouloir empêcher les extrêmes droites d'accéder au pouvoir. Nous ne pouvons qu'en être satisfaites et satisfaits. En revanche, du côté des médias, nationaux ou locaux, et des réseaux sociaux, ce n'est pas le même enthousiasme. Ils entretiennent les polémiques lancées par le gouvernement, ou inversement, on ne sait pas d'où viennent les polémiques. Ils accusent le nouveau Front populaire de tous les maux et lui supposent les plus dangereux projets, tout en continuant à dédiaboliser l'extrême droite et à ignorer les dégâts du macronisme. Ces 7 ans de macronisme qui nous ont laissé un pays dans un chaos épouvantable, avec des services publics effondrés, avec des problématiques que nous avons tous dénoncées et qui a mis un tapis rouge pour l'extrême droite. Revenons un peu à tout ce que le Rassemblement national nous promet ou à ce que nous voulons refuser. Mes camarades en ont beaucoup parlé, donc je n'insisterai pas énormément là-dessus. Malgré tout, il y a un point, même s'il en a déjà été question, c'est que malgré tout, toutes les personnes qui n'ont pas la peau de la même couleur, toutes les personnes qui sont venues en France chercher refuge, c'est celles-là aussi qui vont être dans les premières visées. En plus, évidemment, des femmes, des jeunes, des pauvres, des minorités de genre, etc. On en a parlé beaucoup. La gauche se doit de militer pour une société qui assurera à toutes et à tous l'accès effectif aux droits fondamentaux, une société où la richesse créée sera mise au service de cette ambition. Le peuple, celui qui se sentant trahi, n'accorde plus sa confiance à la gauche, doit être impérativement bénéficiaire de ces premières mesures. Augmentation du SMIC, on en a parlé, il doit arriver très vite. À l'Assemblée, lui, on sait que le RN s'est opposé à ces augmentations. Il est un domaine sur lequel je voudrais revenir, qu'il ne faut pas oublier et qui est d'une urgence vitale, l'état de la planète. Là aussi, les votes de l'extrême droite sont parlants. Le RN a voté pour les néonicotinoïdes, pour les énergies fossiles, pour l'exploitation des gaz de schiste. Il ne s'oppose pas à la bétonisation des sols. Comme dit la militante écologiste Camille Etienne, le RN, c'est le climato-sceptisme au pouvoir. Et notre planète a besoin qu'on s'occupe d'elle. Enfin, pour conclure, nous voulons rappeler que les organisations parties prenantes du nouveau Front populaire ont le devoir de réussir, de ne pas décevoir une fois de plus l'immense peuple de gauche et son aspiration à l'unité et au changement de société. Pour cela, elles doivent renoncer aux mauvais prétextes de division. On a vu dans l'Aude ce qui se passe. Elles doivent renoncer aux batailles aux querelles d'ego, aux batailles de prééminence,
Le Front populaire ne peut pas réussir si la seule condition, c'est que nous soyons toujours plus exemplaires en matière de démocratie, dans le projet et dans les pratiques. Ne manquons pas la première marche, le 30. Votons pour ce nouveau Front populaire. Longue vie à ce nouveau Front populaire. Mobilisons-nous, nous devons aller vers de nouveaux jours heureux. Pour cela, votons et faisons voter pour le candidat de la première circo, Philippe Poutou, nouveau Front populaire. Merci à toi, Rosine. Je vais maintenant passer la parole à Tamara Rivel, vice-présidente du département pour le Parti socialiste. Ah, il fait chaud, hein. Il fait très chaud et je trouve que cette ambiance, Philippe, Pauline, est merveilleuse. Et merveilleuse parce que l'histoire nous regarde, chers camarades. Elle nous regarde et il était important pour moi que je sois là ce soir parce que notre engagement, nous le devons pour l'avenir de nos enfants, nous le devons pour la mémoire de nos aînés qui se sont battus et qui ont conquis des droits que nous devons préserver aujourd'hui. Chers amis, chers camarades, je ne suis pas la seule socialiste ici. Il y a dans la salle des militants, des élus d'opposition à Carcassonne, des maires de cette circonscription qui accompagnent ce mouvement et qui sont déterminés, foncièrement engagés dans ce combat qui nous est fait en urgence et qui est absolument difficile et dangereux. Ma présence ici, dans cette salle du peuple, pour ce premier tour des législatives, comme depuis le début de la campagne, aux côtés des forces de gauche du Front populaire, pour cette campagne éclair de la première circonscription, est pour moi loin d'être anodine. Avec moi, avec vous, Philippe et Pauline, de nombreux militants sont là, des élus, des maires aussi. Tous sont investis depuis 13 jours sur le terrain pour faire barrage à l'extrême droite et aux candidats macronistes, pour soutenir l'accord entre les forces de gauche et le programme du nouveau Front populaire que nous avons eu l'intelligence de bâtir. À mes côtés, Maria Conquet, secrétaire de la section socialiste de Carcassonne, aussi est à nos côtés. Mais ce soir, sur sa circonscription, dans la 3e, puisqu'elle est élue sur un canton de la 3e circonscription. On me dit, et on m'a dit tout à l'heure en arrivant, que j'étais courageuse. Mais c'est loin de connaître mon parcours, mes convictions profondes, mes valeurs et mes combats de toujours. Socialiste je suis, socialiste je combattrai toujours les idées abjectes de l'extrême droite, qui mettent en danger notre démocratie et affaiblissent notre République. Socialiste, je défendrai toujours les luttes contre les inégalités et la défense des droits. Aux responsabilités qui sont les miennes à l'agglomération, en charge de la politique de la ville, c'est un travail quotidien pour soutenir les actions essentielles des associations, et il y en a ce soir ici, et dans les plus démunis, dans les 5 quartiers prioritaires de Carcassonne qui représentent 25% de la population de la ville vivant en dessous du seuil de pauvreté. Aux responsabilités qui sont les miennes au département, à l'éducation et à la culture sur le précédent mandat, mais aussi aujourd'hui, aux routes et aux mobilités.
C'est un engagement constant en faveur de l'égalité, en faveur de la culture pour tous, en faveur des solidarités territoriales et humaines, en luttant face à l'urgence climatique, pour que toutes les Audois, tous les Audois, qu'ils soient des quartiers de Carcassonne, de Trèbes, de Lézignan ou de Capendu, ou des territoires ruraux des Corbières, du Minervois, de la Montagne Noire, aient tous un égal accès à leurs droits, sans discrimination, sans distinction, en respect et en dignité. L'Aude et notre première circonscription sont en souffrance. Les Audois et les Audoises sont exaspérés du désengagement quotidien de l'État. Et si un seul chiffre est à retenir, c'est celui de 80%. 80%, Philippe, ce sont ces Audoises et ces Audois qui, à cause de la faiblesse de leurs revenus, peuvent prétendre à un logement social. 80%, dont 60% sont des femmes et des foyers monoparentaux. C'est dire les difficultés sociales, les impasses quotidiennes qu'ils rencontrent tous les jours, auxquelles s'ajoute la désertification médicale catastrophique, la fermeture des espaces, des services publics de proximité, le secteur économique important de notre territoire, qu'est la viticulture, en grande difficulté malgré les efforts de qualité menés. Tout ceci accentue les inégalités, les sentiments d'être oubliés, relégués par les gouvernements de droite et fait monter les colères. Ces colères qui se sont exprimées violemment à nouveau lors des européennes et qui nous fait frémir et que nous nous devons d'entendre pour faire renaître l'espoir, pour être plus près de ce peuple qui souffre, pour apporter des solutions que seul le nouveau Front populaire saura apporter. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas née de la dernière pluie, que mon engagement est entier, sincère et déterminé. Ceux qui me connaissent savent que je suis issue d'une famille de militants de gauche qui, dans les années 70, se sont mobilisés avec force pour défendre les ouvriers du Var, à Carcassonne. Une famille qui a lutté pour les droits à l'avortement. Une famille qui, dans les années 80, s'est engagée dans la défense des artistes et à l'égal accès à la culture. Ceux qui me connaissent moins apprendront que le sang de la résistance coule dans mes veines. C'est celui de mon grand-père qui, à 20 ans, a rejoint le maquis de Campès dans les Pyrénées commingeoises, assurant ravitaillement, message de la résistance et passage vers l'Espagne aux réfugiés des zones occupées par les forces nazies. Alors non, je vous le dis, il ne s'agit pas de courage, en ces temps d'urgence absolue, mais de responsabilité face à cette crise dans laquelle Macron nous a plongé, le pays et chacun d'entre nous. Alors oui, en responsabilité, je soutiens, depuis le premier jour, le nouveau Front populaire, Philippe Opotou et Pauline de Salingue, et ce depuis l'annonce de leur candidature, car ils ont rejoint le formidable élan des forces de gauche rassemblées, que seule leur candidature porte nos valeurs dans cette circonscription. Responsabilité, car l'heure est grave. Responsabilité, car l'extrême droite arrogante est aux portes du pouvoir. Le pire cauchemar qui puisse arriver à la France. La pire des issues que nous pourrions connaître, nous faisant retomber dans les heures les plus sombres de notre histoire. Responsabilité et urgence, parce que je refuse, et vous refusez, que notre pays des droits de l'homme sombre dans le repli nationaliste, mortifère, où les gens vont être triés par race, par religion, par origine, par opinion, par genre. Un repli inacceptable où les droits des travailleurs, les libertés d'expression, la liberté de la presse, les droits des femmes, la culture, les droits sociaux, le monde associatif et syndical seront attaqués, bâillonnés, bafoués. Responsabilité et urgence aussi, parce que je refuse que notre pays soit à la solde de Poutine et peut-être de l'horrible Trump, mettant la France au banc de l'Europe, au banc du monde entier,
alors que la guerre gronde à nos portes et que le soutien de la France au peuple ukrainien doit être total et entier. Responsabilité et urgence, je vous le dis, mes amis, car tous les gens que nous rencontrons quotidiennement dans nos porte-à-porte nous crient leur peur profonde. Encore hier soir, où des jeunes nous disaient « ne plus avoir d'avenir dans cette France, c'est grave ». Où des mères de famille disaient leur crainte viscérale pour l'avenir de leurs enfants face à une préférence nationale annoncée sans complexe et à la tension qui monte dans notre pays et dans nos villes. Alors, oui, en responsabilité, eux aussi, ils iront voter dimanche. Alors oui, chers amis, notre responsabilité collective dans ce nouveau Front populaire que nous avons su construire en seulement 4 jours, la semaine dernière, cet accord de législature des forces de gauche, cette union des forces de progrès est la seule, l'unique alternative, le seul choix que pour que la France reste le pays des Lumières et des droits humains. De François Hollande à Philippe Poutou, ici dans l'Aude, et notre première circonscription, cette gauche plurielle est une chance. Elle est aussi une fierté que je soutiens pleinement, comme beaucoup de nos concitoyens qui espèrent et croient en nous. La dynamique de cette campagne est claire, en est le révélateur, et cette salle fournit ce soir aussi. Car malgré ou à cause d'une candidature dissidente, les citoyens se sont levés, nombreux, très nombreux. Des soutiens affluent, des sympathisants de tous bords sont entrés en campagne, sur tous les terrains, H24, 7 jours sur 7, pour faire barrage à l'extrême droite et au macronisme libéral, pour soutenir la candidature de Philippe Poutou et sa suppléante, parce qu'on ne la cite jamais assez, Pauline Salingue. Et faire triompher, bien évidemment, le programme social et humain du nouveau Front populaire. Chers amis, pour conclure, une phrase que nous a dite un jeune hier soir. Myriam, tu étais avec moi. Écoutez, madame, écoutez. Une forêt qui pousse fait bien moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Soyez certaines que dimanche, nous serons là. Chers amis, chers camarades, soyons avec eux, cette forêt qui se lève. Nous sommes la gauche qui fait renaître l'espoir. Nous sommes la seule force qui fera gagner les solidarités et la dignité. Dans 3 jours, dimanche, votons et appelons à voter avec cœur et enthousiasme pour Philippe Poutou et Pauline Salingue. Merci. Merci à toi, Tamara. Et je vais donc maintenant passer la parole à Philippe Poutou. Salut à toutes et tous. Bon, vous avez tort d'applaudir comme ça parce que je pense que je ne vais pas dire grand chose en fait. Je suis un peu embêté, mais je savais qu'en passant 15e, énormément de choses auraient été dites avant et des choses super que je partage complètement. Là, je me sens un peu comme un con. Mais je suis un peu obligé de parler parce que vous avez bien vu que je suis le parachuté du moment. Et d'ailleurs, comme on est entre nous, je vous avoue, c'est mon premier vol en parachute que je fais.
dans une longue carrière de candidature politique. Mais c'est vrai, je le redis là, parce que c'était quelque chose que j'appréhendais beaucoup et qu'avec des camarades du NPA, on a appréhendé, parce que c'est pas notre pratique militante. On se présente là où on milite, là où on vit, là où on travaille. Mais là, on était un peu coincés dans une situation, comme ça a été dit, hein, très rapide. Il a fallu décider, et puis on nous a dit, si vous voulez une candidature, parce qu'ils sont sympas à gauche, mais pas complètement non plus. Il y a des limites à l'accueil, mais bon. On nous a dit, si vous voulez être candidat, vous, le NPA, ça sera dans l'Aude, à Carcassonne et autour. Et on a eu quelques minutes pour réfléchir. Et honnêtement, j'avais pas envie, parce qu'il y avait la peur de rentrer dans un endroit où des choses autres avaient été décidées. On n'avait pas envie de se retrouver dans des situations délicates, comme ça arrive parfois, où on l'a vu d'ailleurs, hein, des situations où les militants locaux ou les militantes locales se font débarquer par des décisions politiques par en haut. Bon, voilà. Donc on craignait un peu ça. Et donc c'était les raisons de notre hésitation et de mon hésitation. Et du coup, on l'a décidé vite, et puis voilà, puis on avait un peu d'appréhension, et puis en fait, l'appréhension, elle est tombée de suite. Et bon, même si, c'est vrai, j'avais vu des tweets du facho du coin, qui étaient franchement pas très accueillants, et là, je me suis dit, mais ça va vraiment être compliqué, l'histoire. Mais en fait, on s'en fout, c'est normal, les fachos, les droitards qui nous aiment pas, et la formule, elle était belle, la formule, ils représentent tout ce que je déteste. En parlant de moi, mais du nom, de ce qu'on représente, et c'est réciproque en fait. Et donc je vais parler, ça a été dit, mais je vais le redire parce que c'est important. L'accueil, quand je suis arrivé, quand les camarades du NPA sont arrivés ici, bon, il y avait quelques camarades encore qui militaient dans le coin. On est un petit parti, hein, on n'est pas présent partout. Et franchement, l'accueil, c'était super chouette. Voilà. Et c'était chaleureux, fraternel. Et en fait, c'est même, on n'est pas habitué à ça parce que le NPA mène des campagnes un peu en solitaire. Vous savez que nos objectifs, en général, c'est 1% à peu près. On n'atteint jamais la barre des remboursements, ou très rarement. Et là, on s'est retrouvé non seulement entouré, accueilli, et avec une dynamique nouvelle, qui était celle de pas juste être un figurant, ou d'être juste celui qui va dire un truc qui va peut-être faire du bruit dans les médias, mais l'enjeu, il était autre, et on devenait acteur de cet enjeu-là. L'enjeu, ça a été dit et redit. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce dispositif du Bloc des gauches, et c'est pour ça qu'on en est fier, comme ça a été dit, et c'est pour ça qu'en plus on y croit vraiment. La victoire, ça c'est autre chose, mais ce à quoi on croit, c'est l'importance et la nécessité de mener des combats unitaires avec l'ensemble des forces de gauche et l'ensemble des forces militantes de gauche. En fait. Quand je dis les forces de gauche, ça comprend pas que les forces politiques, on l'a vu, les forces syndicales et les collectifs associatifs, enfin voilà, tout ce qui pourrait être un peu des éléments du mouvement social. Et le fait de se retrouver ensemble dans une échéance électorale avec un enjeu immédiat, en fait, qui est celui d'empêcher l'extrême droite de prendre les rênes du pouvoir. Et en même temps, c'est vrai, il n'y a pas que empêcher l'extrême droite, c'est vrai qu'on aimerait bien aussi travailler à la chute du macronisme. Donc en fait, on a deux objectifs qui sont à peu près les mêmes parce que ça relève du même autoritarisme et du même ultralibéralisme, parce qu'on a vu que les programmes étaient relativement proches ou même très proches, et qu'en fait on est dans un combat de classe ou un combat des petits contre les gros, contre les possédants, et donc ce sont ces deux ennemis qu'on a en même temps. Et donc le fait de se retrouver ensemble à la fois ici puis un peu partout ou même partout, pour nous c'est important parce que ce sont des choses qui peuvent nous redonner confiance. Et indépendamment, encore une fois, de est-ce qu'on va gagner le 30 et le 7, on en sait... Ouais. Je m'en doutais qu'en posant la question, ça allait se passer comme ça. Mais en vrai, ok, oui, parce qu'il faut être optimiste, et puis c'est possible, mais on a un rapport de force électorale et un rapport de force dans la société qui nous est quand même très défavorable, on s'en est aperçu, et on ne sait pas si en 2 semaines, en 3 semaines, on a la capacité de tout retourner. Et donc on peut douter quand même, d'autant plus douter que jusqu'à présent, on a plutôt cumulé les échecs,
Et là, je ne parle pas du NPA, hein, je parle de tout le monde, hein, y compris des forces syndicales, parce qu'on n'est quand même pas si loin de ce souvenir à la fois très bon et puis pas aussi bon, c'est la bataille des retraites, hein, qu'on a menée dans l'unité jusqu'au bout, quasiment. Et avec une force incroyable, avec une opinion publique ultra favorable, avec un macronisme en train de dérailler, en utilisant la méthode forte, hein, en 9-3 et puis la répression policière, et la répression judiciaire. On pensait qu'à un moment donné, là aussi, on allait pouvoir peut-être ouvrir une brèche et faire tomber le gouvernement. Et tous ces espoirs-là, finalement, on est arrivé fin juin avec un mouvement qui s'est terminé d'un seul coup, comme ça, et puis voilà. Et donc, c'est pour dire quand même, je ne vous rappelle pas ces mauvais souvenirs ou ces bons souvenirs pour vous dire qu'on va encore perdre ce coup-ci, évidemment que non. Hein, l'idée, elle n'est pas là. Mais bon, c'est l'histoire juste d'avoir un regard un peu lucide sur la situation. Mais n'empêche que, et je parle du mouvement des retraites, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse du lien avec tout ça. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, donc le mouvement des retraites, on peut même parler de la révolte des jeunes dans les quartiers populaires suite au meurtre de Naël. Hein, c'est ce qui est considéré par les possédants, par les riches, comme de la délinquance, hein, de la violence urbaine. En réalité, c'est des vraies révoltes, des révoltes sociales, des révoltes contre le mépris, contre le racisme, contre cette arrogance des couches qui possèdent. Et c'est important de faire le lien avec tout ça parce qu'on est dans un processus certes électoral, mais c'est en lien avec cette idée à un moment donné que notre camp social, il pourrait se reconstruire à travers des luttes syndicales, à travers des luttes comme contre les méga-bassines ou des luttes de solidarité avec les migrants, des luttes féministes, des luttes LGBTI, des luttes pour la défense des services publics. On est dans ce paysage-là, des luttes qui sont nombreuses. Comment ? Oui, j'allais en parler parce qu'on n'en a pas fait référence tout à l'heure. Mais bon, voilà. Bon, non, mais là après, si on me coupe la parole, c'est compliqué aussi quand même. Hein. Franchement. Donc, bon, tout ça, ça montre à la fois le potentiel du mouvement social, le potentiel de notre camp, parce que même si on est dominé par la résignation, par un gros sentiment de fatalisme, et puis même avec beaucoup de confusion, parce que là on parle des votes de l'extrême droite, on se rend bien compte, et ça fait chier quand même, hein, de voir des gens comme nous, à côté de nous, pauvres ou en galère, et puis vouloir voter ou penser que l'extrême droite pourrait représenter une réponse à leurs problèmes. Et là on se dit, il y a quelque chose qu'on a raté, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, quoi, pour pouvoir pas empêcher ces trucs-là, quoi. Donc, mais ceci dit, même si on est dans cette ambiance-là, de désespoir, d'amertume, de confusion et puis donc de résignation, on voit tous les conflits qu'il peut y avoir, toutes les résistances, et à travers tout ça aussi, on voit bien que quelque chose se reconstruit. C'est peut-être lent pour l'instant, mais on voit des formes nouvelles de militantisme, on voit des formes nouvelles d'action collective. Et ça, c'est important, et ça peut vouloir dire aussi qu'on est quand même malgré tout dans une situation où les choses peuvent se retourner. Et cette élection-là, et ça a été dit, je ne sais plus par qui, on peut remercier Macron, oui, d'une certaine manière, parce que finalement, en faisant sa saloperie de plus, parce que pour lui, c'est une saloperie, hein, c'est vraiment la volonté peut-être de collaborer directement avec le RN, enfin bon, quel que soit son calcul, de toute façon, c'est une mise en danger de la population en faisant ce qu'il fait. Mais n'empêche qu'en faisant ça, oui, il y a un électrochoc, et oui, quelque part, ça réveille, et oui, il y a un sursaut, et le sursaut, on le voit ici, mais la plupart des circonscriptions, c'est ce qui se passe. En fait, il y a vraiment quelque chose qui... c'est pas que les militants qui font la campagne, c'est vraiment très large. Et il y a vraiment cet espoir-là de pouvoir, à un moment donné, changer la donne. Alors, changer la donne, évidemment, ça ne se résumera pas à beaucoup de députés le 30 juin et le 7 juillet. Évidemment, l'espoir quand même, c'est si on pouvait passer juste un tout petit peu devant le RN, ce serait super chouette. Hein, parce que, pourquoi ? Parce que ça nous mettrait en position quand même beaucoup plus favorable pour la suite. Et c'est en ça que c'est hyper important. Parce qu'une victoire du RN, même une majorité relative, ça nous mettrait forcément là, au contraire, dans une position défavorable, et même encore plus défavorable, parce que le plus inquiétant finalement, c'est pas juste ces petits députés à la con qui vont fleurir les bancs de l'Assemblée, hein, c'est que derrière, il y a des forces de répression qui vont être encore plus virulentes. On le voit bien avec la police, on le voit peut-être aussi, on le verra avec la justice, et puis on verra des tas de choses dans la société, y compris le patronat. Le patronat sera certainement plus répressif, parce que dans la répression, il y a aussi cette répression dans les entreprises. Donc il y a un danger d'encouragement à la répression, d'encouragement à l'écrasement, et on a intérêt à au moins essayer de se protéger. Voilà. Mais sinon, l'enjeu fondamental, au-delà des élections, c'est bien encore une fois la reconstruction du mouvement social. Et donc là, je finis là-dessus, parce que je crois que finalement je vais atteindre mon quota de temps, c'est qu'en fait, on voit bien la gauche avec Tamara Ladi, de Hollande à Poutou. C'est vrai que la formule, nous, elle nous plaît.
Parce qu'on n'aime pas Hollande, mais on est quand même content d'être à côté de lui. C'est bizarre. Et on n'aime pas Hollande, on n'a rien de personnel contre lui, mais on se rappelle quand même, c'est pas si vieux, c'était il y a 7 ans, la loi travail, hein, les remises en cause de la retraite et la répression. Bon. Mais ceci dit, on fait un front unique aujourd'hui, et comme l'a dit Olivier Faure, c'est dingue, je cite Olivier Faure, franchement, c'est exceptionnel. Olivier Faure, il a dit toutes celles et ceux qui veulent rejoindre le dispositif contre l'arrivée au pouvoir du Front National est le bienvenu. Donc évidemment, Hollande était le bienvenu, et puis il a dit Poutou est le bienvenu, et le NPA. Et mais derrière ça, donc ok, on a ce dispositif-là qui malgré tout, malgré ses limites, c'est ce dispositif qui nous redonne un peu de pêche, parce qu'on a envie d'être ensemble. On n'a pas forcément envie d'être avec Hollande, Faure et tout ça, je sais pas, hein, mais nous on a envie d'être ensemble. Et on est ensemble parce qu'en fait, quelque part, nos partis nous le disent, et heureusement. Et ce que nous, on peut espérer, c'est qu'on dépasse le calcul peut-être électoraliste des dirigeants de gauche, peut-être pas que, parce qu'eux aussi doivent mesurer quelque part le danger quand même de l'extrême droite, enfin on suppose, hein, il y a des consciences politiques, même à gauche encore, qui existent, mais ceci dit, on espère dépasser tout ça, et en fait ce qui se joue, c'est vraiment une mobilisation par en bas, et est-ce qu'on peut reconstruire par en bas des outils qui vont durer au-delà des élections? Et là, quelle que soit l'issue... Quelle que soit l'issue totale, ou ici, parce que c'est vrai qu'ici ce serait bien, c'est un peu comme l'Eurovision, si on pouvait enlever un point au RN et en ajouter un à nous, hein, one point, hein, ce serait quand même chouette. Mais ceci dit, quel que soit ça, on gagne pas, ce qui serait bien, c'est qu'en fait, ce qui existe là, ça continue après les élections. Et parce qu'en fait, on a discuté... on discute du député qui pourrait être élu. Bon, ici, ce serait moi, a priori, s'il y en a un, enfin, de gauche qui est élu. Et en fait, ce député-là, ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que l'exemple de Chassaigne, voilà, on peut faire des choses, un député peut faire des choses. Mais enfin, moi, je pense qu'un député peut faire des choses s'il est complètement connecté à la base militante, en fait. Et c'est on dépersonnalise, il faudrait dépersonnaliser. Bon, c'est vrai que les 6 000 €, c'est moi qui les aurais. Hein? Ok. Mais on peut discuter du partage. Hein? On peut discuter aussi de l'argent qu'il y a autour, comment il se met au service de l'équipe qui a fait la campagne. Et comment aussi on discute, enfin toute intervention politique, comment elle peut se discuter collective dans cette équipe de campagne qui devient l'équipe du député au Parlement. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire. Et même si on n'a pas cette victoire-là, si on n'est pas député, le problème, ça sera plus difficile parce qu'on aura moins le moral et donc moins peut-être de détermination à continuer. Mais ça a été dit, il ne faut pas qu'on lâche, même si on ne gagne pas au deuxième tour, parce qu'a priori on sera à la finale. Hein, donc si on ne gagne pas la finale, il faut qu'on arrive à se dire qu'il faut qu'on reste soudés. Il faut qu'on reste ensemble, qu'on construise, parce qu'en fait le combat contre l'extrême droite, ça ne sera pas juste une victoire électorale, ça ne peut pas être juste une victoire électorale, encore moins évidemment une défaite électorale. Le combat contre l'extrême droite, là pour le coup c'est la guerre de classe, c'est qu'en fait on se défend. Et on s'organise, on résiste, et on relève la tête, et puis on fera ce qu'on peut en fonction de la confiance qu'on aura, en fonction de la force qu'on aura, mais c'est forcément un combat de rue, enfin un combat de rue, n'ayez pas peur. Hein. Je sens que il y en a qui vont dire Poutou, il a encore fait un appel aux émeutes, à l'insurrection, ça va pas le faire, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on le pense un peu quand même. Mais, juste, et là c'est pour parler des Kanaks, parce que c'est le dernier exemple. Mais les Kanaks se sont révoltés, la jeunesse kanak s'est révoltée à Nouméa et autour de Nouméa dans les quartiers populaires. Ça a été encore une fois, comme la révolte des jeunes dans les quartiers populaires l'année dernière, ça a été traité comme de la délinquance, comme de la violence gratuite, hein, en méprisant complètement la réalité sociale et économique, le fait qu'il y ait une pauvreté énorme et puis qu'il y ait un racisme, parce que les Kanaks ils sont un peu chez eux quand même. Ils peuvent dire on est chez nous, eux quand même. Mais là, le traitement de la révolte, le traitement de l'émeute, il est très révélateur de la violence du système. Et c'est là où on voit qu'on n'est pas que dans une violence d'extrême droite ou une violence du RN, c'est aussi la violence de l'État français, c'est la violence de cet État colonialiste, de cet État raciste. Et là,
le problème qu'on va avoir, et c'est pour ça qu'on a intérêt à se souder, à construire, et le plus largement possible, parce qu'à la limite, il y aura toujours des nuances, il y aura des débats dans la gauche, il y aura évidemment les radicaux, les anticapitalistes, et puis les autres un peu plus réformistes, peut-être un peu plus gentils avec je sais pas quoi ou je sais pas qui, mais on s'en fout en fait. C'est comment nous ensemble, on peut quand même militer, construire ensemble, parce qu'en fait en face, on a vraiment un camp de possédants qui n'ont comme seule préoccupation de continuer à faire les affaires comme ils les font jusqu'à présent et à nous écraser. Et nous écraser, ça veut dire nous faire taire. Et c'est les bas salaires, c'est les licenciements, c'est la précarité, c'est la remise en cause des droits des demandeurs d'emploi, c'est les attaques contre les droits des femmes, c'est les attaques, enfin, et puis c'est le racisme et tout ça. Donc en fait, contre tout ça, ça suppose une bagarre profonde qui dépassera largement la question électorale. Donc oui, la question électorale, ça sera un coup de main si on gagne. Et derrière, on sait qu'on est reparti, on espère, hein, sur une longue lutte. Et bon, enfin, je sais pas, je peux pas finir en disant que la vie est chouette et tout ça parce que ça fait un peu con. Mais en tout cas, on s'accroche et puis on a toutes les raisons d'espérer quand même en ce moment et de pouvoir se dire qu'il y a quelque chose qu'on va réussir dans la période qui vient. Merci à toi Philippe. Quelques mots pour conclure. Il nous reste 72 heures avant le premier tour. Donc vous l'avez entendu, évidemment pour nous la vie, elle ne s'arrête pas à gagner les élections, mais par contre là, elle va commencer comme ça, au premier tour. On va l'emporter, être qualifié et mettre le paquet pour le second. Philippe l'a dit et je crois que c'est très important. Il n'y a pas que les militants des organisations, qu'elles soient politiques, syndicales ou associatives, qui militent activement sur le terrain, qui font la campagne. Sinon, la circonscription, elle ne ressemblerait pas à ça. Des dizaines, des centaines de personnes sont sur les routes, discutent avec leurs voisins, avec leurs amis, avec leurs familles. Il faut qu'on continue. On a réussi un exploit en 15 jours. Il y aura un deuxième exploit à accomplir en une semaine, entre le premier tour et le second tour. J'ai envie de dire qu'on a quasiment déjà réussi le premier exploit, d'en être là où on en est aujourd'hui, qui l'eût cru il y a 15 jours. Donc maintenant, il faut se projeter pour le second tour. Parce qu'on ne va pas commencer à se demander qu'est-ce qu'on fait pendant une semaine, le soir des résultats du premier tour. C'est dès maintenant que ça se prépare. C'est dès maintenant que la campagne de la semaine prochaine, elle doit être envisagée. Enfin, je terminerai parce qu'il y a eu des remerciements individuels, des remerciements collectifs aussi, faire un grand merci à tous ceux, toutes celles qui sont dans cette salle, mais pas que, tous ceux, toutes celles qui font cette campagne. L'équipe de campagne, celles et ceux qu'on ne connaissait pas encore il y a 15 jours et avec qui, franchement, ça fait chaud au cœur, c'est fantastique et ça donne la patate pour continuer jusqu'au premier, au second et après.